Bienvenue au Dîner Causerie, épisode numéro 2 sur la discrimination. Je suis David Girard, représentant syndical principal au Bureau national du syndicat des services gouvernementaux. Donc aujourd'hui, on va discuter de discrimination, faire une introduction en matière, de voir un peu des concepts à haut niveau, au niveau de la discrimination. On sait que c'est un sujet qui revient régulièrement dans les milieux de travail, donc on veut juste essayer de rappeler un peu les définitions, de voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire, puis comment est-ce qu'on peut aider nos membres par rapport à cette situation-là. Donc, pour commencer, finalement, on va voir un peu vos meilleures sources d'information. Donc, vous savez, tous nos membres sont couverts là, par la législation fédérale. Donc, à ce moment-là, le site de la Commission canadienne des droits de la personne est votre source de référence au niveau là, de la discrimination. Et au niveau de la FPC, ils ont une rubrique dans leur site web qui porte sur de l'actualité visant la discrimination, mais aussi des outils d'éducation puis d'information par rapport à ça. Je vous rappelle par rapport aux sources de faire attention, d'utiliser ces sources-là parce qu'il y a certains des tests qui sont différents au niveau des différentes législations. Donc, si vous allez voir la commission, le pendant québécois, bien, vous allez voir certaines informations qui ne seront pas d'actualité pour le milieu fédéral. Donc, au niveau de certains des motifs de discrimination qui sont différents et aussi comment les juges et les tribunaux ont interprété là, les cas. On va commencer. Pour vous, qu'est-ce que c'est la discrimination? Donc, quand on parle de discrimination, c'est quoi la première chose qui vous vient en tête? Comment est-ce que vous définiriez ça? Qu'est-ce que la discrimination, entre autres, pour moi, c'est la différence de traitement qu'on peut appliquer d'une personne à l'autre, dépendamment de sa situation ou des différences. La discrimination est basée sur des facteurs qui comportent des différences entre, mettons, la personne A, la personne B, puis qui crée une inéquité entre les deux. Fait que là, donc, ce qu'on voit, c'est exactement ça. Donc, si on va au niveau du dictionnaire, c'est le fait de distinguer, de traiter différemment. Donc, deux groupes. Donc, une personne, en fait, ou un groupe par rapport au reste de la collectivité ou par rapport à une autre personne. Donc, ça, c'est la définition du dictionnaire. Cependant, il y a une distinction majeure quand on va aller voir c'est quoi la définition de ce qui est de la discrimination au sens de la convention collective. Donc, au sens de la convention collective, on parle de la même chose. On parle de distinction, de traiter différemment quelqu'un par rapport au reste de la collectivité, sauf qu'on limite ça à certains motifs. Donc, il faut que la distinction soit basée sur un de ces motifs-là. Donc, pour être considéré comme étant discriminatoire. Donc, si on n'a pas un de ces motifs-là, bien à ce moment-là, on n'a pas de la discrimination au sens de la convention collective. Donc, c'est quoi ces motifs-là? Au niveau de la loi canadienne, là, on parle vraiment d'une action, une décision qui a pour effet de traiter quelqu'un d'une façon négative. Et les motifs sont super importants. Donc, on parle au niveau de la loi canadienne de la race, origine nationale ethnique, couleur, religion, âge, sexe, orientation sexuelle, identité ou expression de genre, l'état matrimonial, la situation de famille, la déficience, les caractéristiques génétiques, une condamnation qui a fait l'objet d'une réhabilitation. OK? Et si on va au niveau de la convention collective PA-SV-ISC, c'est aussi l'adhésion là, à l'alliance ou son activité dans celle-ci. OK? Si on n'est pas capable d'identifier que la discrimination que subit un membre est basée en tout ou en partie sur un de ces motifs-là, à ce moment-là, il n'y a pas de discrimination au sens de la loi et ou de la convention collective. La discrimination peut prendre plusieurs
formes. C'est des formes qui ont été quand même relativement bien établies. D'un point de vue légal, ça ne change pas beaucoup de choses, mais je pense que c'est important d'expliquer c'est quoi la différence entre les différents types de discrimination. Donc, on parle, la première et la plus évidente, c'est vraiment la discrimination qu'on appelle directe. Donc, on a un employeur, qui traite un employé d'une façon différente en fonction d'un des motifs. Un poste de chauffeur est accessible seulement aux candidats masculins. À ce moment-là, pour pouvoir faire quelque chose comme ça, l'employeur doit être en mesure de démontrer une exigence professionnelle justifiée. Dans le cas qui nous concerne, le poste de chauffeur accessible seulement aux candidats masculins, ce serait à peu près impossible que l'employeur puisse démontrer que c'est quelque chose qui est justifié. C'est assez rare avec les employeurs avec lesquels on fait affaire en 2021. La forme qu'on va voir le plus souvent, c'est plus la discrimination indirecte. Et c'est important de nous sensibiliser tous à c'est quoi de la discrimination indirecte parce que c'est un peu insidieux puis ça peut être difficile à voir. Donc, l'exemple qu'on donne ici, c'est pour pouvoir travailler sur un chantier de construction, tu dois porter un casque de protection. Donc, ça semble être une règle qui est normale, qui est habituelle, mais l'effet indirect que ça, c'est que certains groupes religieux sont désavantagés par rapport à ça. Parce que certains groupes religieux par exemple, les Sikhs portent le turban, puis à ce moment-là, ils ne peuvent pas nécessairement porter un casque de sécurité. Donc, cette discrimination indirecte-là, elle est illégale, qu'elle soit volontaire ou pas. Cependant, elle peut être autorisée seulement si c'est nécessaire au fonctionnement de l'entreprise, puis il n'y a pas d'autre moyen d'y parvenir. Puis la raison pour laquelle j'ai pris cet exemple-là, c'est qu'on a une décision finalement là, qui a été décidée par les plus hauts tribunaux au Canada, où est-ce que cette condition-là de porter un casque de protection a été jugée justifiée pour les travailleurs qui se déplaçaient dans les terminaux du port de Montréal pour des raisons de santé et sécurité. Donc, il y a des membres de groupes religieux qui ont contesté cette décision-là. Cette décision-là a été maintenue en disant oui, il y a un effet discriminatoire, mais c'est une exigence professionnelle justifiée et ça va rester en place. Donc, un coup que cette exigence professionnelle justifiée est identifiée, c'est pas la fin du processus parce que c'est à ce moment-là qu'on embarque dans l'accommodement jusqu'à la contrainte excessive. Donc, il va falloir voir si l'employeur peut accommoder ces travailleurs-là, puis comment est-ce qu'ils peuvent le faire. Okay? Et il faut garder l'œil ouvert parce que ces normes-là ont toujours l'air de bonne foi à la base. Il faut vraiment se questionner par rapport à est-ce que c'est vraiment nécessaire dans le milieu de travail. Un autre exemple, c'est le cas des pompiers. Donc, il y a des examens qui sont en place il y a des tests d'admission pour devenir pompier. Il y a un cas qui date quand même d'une trentaine d'années où est-ce qu'il y a des pompières en Colombie-Britannique qui ont contesté justement un test qui était mis en place et qui avait comme effet qu'il y avait pratiquement aucune femme qui pouvait passer le test. Donc, ils ont été en mesure de démontrer que le test n'était pas une exigence professionnelle justifiée. Pas pour dire que n'importe qui, donc il a fallu qu'ils changent le test ou qu'ils adaptent le test parce que ce n'était pas une condition nécessaire pour pouvoir exercer le métier de pompier. Une autre des formes, finalement, c'est le harcèlement discriminatoire. C'est comme un petit peu une sous-catégorie, mais ça a un impact dans nos milieux de travail. Donc, c'est de subir du harcèlement, mais pour un des motifs ou en partie pour un des motifs qui est prévu là, par la Convention collective ou la loi canadienne sur les droits de la personne. Donc, qu'est-ce que c'est du harcèlement? Bon, mais c'est un comportement qui est offensif, intimidant, abusif, qui vise à humilier, affaiblir, blesser une personne. Donc, le harcèlement, pour qu'il soit considéré comme étant discriminatoire, il doit être en partie ou en totalité fondé sur l'un des motifs interdits.
Sinon, on va considérer qu'il s'agit de harcèlement personnel. Qu'est-ce que ça implique, ça? Bien, ça a une incidence au niveau des recours qui sont possibles. Donc, si le motif de discrimination est l'un des motifs dans la loi ou la convention collective, à ce moment-là, on a accès à la résolution informelle, on a accès au grief et on a accès à la plainte relative aux droits de la personne. Mais si ce n'est pas le cas, donc si le motif de discrimination n'est pas l'un des motifs énumérés, par exemple, le lieu de résidence, le fait que quelqu'un réside en banlieue de Montréal, réside à Laval au lieu d'habiter à Montréal, et que l'employeur traite différemment ces deux catégories de travailleurs-là. C'est de la discrimination, mais ce n'est pas de la discrimination au sens de la convention collective ou au sens de la loi. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Bien, la résolution informelle est toujours possible. Après ça, bon, au niveau, il y a des soucis, on parle purement légal. Du côté politique, bien, il y aurait de la possibilité pour les élus de s'impliquer là-dedans. Et au niveau de la fonction publique fédérale, il y a la possibilité de déposer un grief non arbitrable. Donc, un grief non arbitrable, ça veut dire quoi? Comme vous le savez, là, vous pouvez déposer un grief pour n'importe quel motif, sur la couleur des murs ou quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire que le syndicat va le supporter, par exemple. Donc, ce grief-là, on va l'utiliser comme moyen de pression ou on va expliquer finalement, il faut clairement expliquer aux membres si on décide de déposer ce grief-là qui est non arbitrable, pourquoi on le dépose et jusqu'à quel niveau ça peut se rendre. Un coup que c'est rendu au palier final, c'est la fin. Donc, il ne peut pas aller à l'arbitrage parce qu'on n'a pas de violation de la convention collective ou une mesure disciplinaire. En plus de ça, bon, est-ce qu'on a des allégations d'harcèlement discriminatoire? Si c'est le cas, on a tous les recours qui sont prévus en haut, mais aussi on a la possibilité et on devrait faire une plainte pour violence en milieu de travail en vertu de la partie 2 du Code canadien du travail. La dernière chose, c'est les mesures correctives. Donc, au niveau des mesures correctives, je vous dirais que ce qui est le plus important, c'est d'être réaliste avec le membre. Donc, d'établir, puis ça va vous indiquer aussi qu'est-ce qui va être le meilleur recours pour vous. Donc, en demandant au membre qu'est-ce qu'il veut, vous allez être en mesure de mieux déterminer si vous voulez faire la résolution informelle, déposer un grief, déposer une plainte. C'est important d'expliquer aussi, de discuter des attentes et expliquer le processus de grief. Donc, vous en faites régulièrement, vous comprenez la procédure à plusieurs paliers, vous comprenez les délais pour aller jusqu'à l'arbitrage, mais c'est important là, de pouvoir l'expliquer aux membres pour que les membres soient à même de prendre une décision éclairée. Garantissez jamais un résultat, même si vous pensez que c'est le meilleur cas que vous avez jamais vu de votre vie, parce que on pourrait avoir, via une requête d'accès à l'information, accès à plein d'informations que le membre a oublié de vous transmettre ou ne savait pas au moment opportun, que ça pourrait changer complètement l'analyse. Ça m'amène à l'autre point, là, c'est d'expliquer que le grief va être réévalué tout au cours de la procédure d'arbitrage, puis ça se peut qu'à un certain point, on considère qu'il n'y a plus de motif pour soutenir le grief et qu'on décide de faire le retrait. Je vous ai listé une série de mesures collectives qui sont possibles, puis faites attention de l'adapter à la situation du membre. Faites pas juste un copier-coller puis mettre ça dans tous les griefs. C'est vraiment important d'aller voir qu'est-ce qui s'applique et qu'est-ce qui ne s'applique pas. Surtout au niveau des montants qui sont prévus. Donc, dans les derniers points, l'indemnisé au montant de 20 000 $ pour souffrance et douleur et 20 000 $ au titre de pratiques discriminatoires délibérées puis irresponsables. Ça, c'est des motifs, c'est les montants maximums qui sont prévus par la loi canadienne sur les droits du travail, la loi canadienne sur les droits de la personne. Ce qui veut dire que c'est pour les cas les plus graves que le 40 000 $ combiné ensemble va pouvoir s'appliquer. Donc, c'est important de faire comprendre ça aux membres que si on a une situation qui est bénigne au sens légal et non pas bénigne pour le membre, parce que n'importe quel membre qui vit la discrimination, il n'y a rien de bénin là-dedans. Sauf que quand on regarde l'échelle de discrimination, mais il faut faire comprendre aux membres que même si on met un certain montant, on met le montant maximum, il y a des fortes chances que ça soit beaucoup plus bas que ça.
C'est là où est-ce qu'il y a une différence aussi avec au niveau des provinces. Donc, si on regarde en Ontario, la loi ontarienne sur les droits de la personne prévoit des montants qui sont beaucoup plus élevés. Donc, c'est pour ça que c'est important de dire ça, c'est le montant maximum. Des membres qui arrivent à 1 million. Ça ne fonctionnera pas au niveau fédéral. Donc, ça, c'est au niveau des mesures correctives. Maintenant, quand vous avez des questions, quand vous avez des commentaires, si vous vivez là, un membre vous approche avec cette situation-là, vous savez pas trop quoi faire avec, ben on vous invite à suivre l'arbre de la connaissance finalement, qui vous explique à qui diriger vos requêtes, dépendant du chapeau que vous avez au niveau syndical. Et le but de cet arbre de la connaissance-là, c'est vraiment de s'assurer que tout le monde devient de mieux en mieux éduqué. Donc, le délégué syndical en chef, la première fois qu'il voit une question, il va probablement l'amener à son président, mais la deuxième fois, il va être capable de répondre directement. Donc, comme ça, on outille l'ensemble de nos membres. Si tous les délégués vont directement au bureau national du SEI, du SSG, bien à ce moment-là, le délégué syndical en chef, le président de la section locale, n'a pas ces outils-là pour réussir à aider les membres dans le futur. C'est ce qui conclut la présentation au niveau de la discrimination. Donc, ça va tourner au niveau des questions. Il y a une des questions que je vois dans le chat, si la présentation va être disponible. Oui, tout à fait. Donc, la présentation va être mise sur notre site Internet et également là, sur la chaîne YouTube du Syndicat des services gouvernementaux. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à la discrimination? Donc, merci.